à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Pop Culture Land pour le live reaction du premier épisode de la série Loki. Alors Loki est sorti le 9 juin dernier sur Disney+, tout du moins le premier épisode, puisque la série sera diffusée à raison de un épisode par semaine sur Disney+. Alors pour des raisons évidentes de droit, bien sûr, je ne peux pas diffuser l'épisode en même temps que je vais vous le commenter, mais néanmoins, vous allez avoir droit en temps réel à mes réactions, à mes commentaires. On parlera aussi un petit peu de théories, de films, les liens avec les films et les séries déjà sorties. On abordera ça en temps réel. Bien évidemment, avant de commencer, je vous encourage vivement à liker, commenter, partager la vidéo un maximum. C'est très important pour le référencement sur YouTube. Et bien évidemment, pour ne rater aucune des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche. Allez, je lance l'épisode et comme ça, je vous fais les commentaires en temps réel. Ah oui, donc ça c'est pas mal. Ils reprennent carrément au moment de Endgame, dans la séquence où les Avengers retournent dans le passé pour chercher les pierres, et plus particulièrement dans la séquence qui se passe à New York. Loki a toujours la classe en fait. C'est bien parce qu'on voit pas la différence entre les scènes qui ont été ajoutées ou retournées pour la série et celles qui ont été tournées pour le film. Donc ça c'est cool. Et Hulk, bien sûr, qui provoque la perte du Tesseract et Loki qui en profite pour s'échapper. Et c'est là, du coup, que la série commence. Ah, le générique. Générique toujours très classe, j'aime beaucoup. En revanche, je pense que c'est une des dernières fois qu'on le voit, puisque c'est toujours le générique réalisé pour la phase 3, la fin de la phase 3. Donc possible qu'il le change dès cette année pour le début de la phase 4. Évidemment, là, il est adapté aux couleurs de Loki. Très joli effet de métal doré. Et on commence visiblement dans le désert. Ouais, vraiment, visuellement, c'est super classe. Super, super classe. Désert de Gobi en Mongolie. Mais je suis pas sûr que du coup Loki ait vraiment contrôlé sa destination d'atterrissage. D'ailleurs, on le voit atterrir venant du ciel. Je pense qu'il a dû se manger un atterrissage de ouf. Ouais, Tom Hiddleston qui a toujours une classe phénoménale. Je précise que je n'ai pas vu l'épisode justement pour avoir les réactions les plus fraîches et les plus sincères possibles. Ah, il y a quand même un coin sur cette planète où personne ne connaît Loki. Ah putain, classe l'arrivée de la TVA. D'accord, donc en fait, chaque version de chaque personnage dans telle ou telle réalité est appelée variant.
Alors, je fais juste une toute petite pause, 2 petites minutes pour vous préciser une chose, pour qu'on soit très clair. Le Loki que nous connaissons et que nous suivons depuis 24 films, c'est-à-dire celui qui a survécu à New York, qui a été emprisonné à Asgard, qui a vu sa mère mourir, qui a aidé Thor face aux elfes, etc., etc., qui a traversé les événements de Ragnarok, il est réellement bien mort dans Avengers Infinity War. Le Loki qui est le héros de la série, c'est le Loki de 2012, quand les Avengers sont revenus dans le passé. En 2012, ils ont créé une nouvelle version de la timeline. Donc ils sont un petit peu comme dans Retour vers le futur, en fait, si vous voulez. Ils sont revenus en arrière. Ils ont changé les événements pour récupérer le Tesseract et revenir ensuite dans le présent pour tuer Thanos. Mais en faisant ça, effectivement, ils ont créé une version alternative du futur. Et cette version-là de Loki, la version alternative, c'est elle qui est partie en fait avec le Tesseract et qui se retrouve être le héros de la série Loki. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais quand même il fallait tenter de faire ce petit point pour que chacun puisse comprendre les événements de la série qui visiblement vont avoir un gros impact sur la suite du MCU. Allez, on reprend. Et Loki qui la ramène, forcément, face aux agents de la TVA, il se fait ramasser, mais de ouf. Avec un coup subi au ralenti, pour lui en tout cas. Et l'agent de la TVA lui explique qu'il se déplace à la 16e, au 16e de la vitesse normale, mais que par contre la souffrance est bel et bien réelle. Donc déjà, dès le début, ça fait quoi? Ça fait 4 minutes sur les 46 minutes de l'épisode, et on a déjà une manifestation assez impressionnante des pouvoirs temporels du TVA, de la TVA. Et donc l'agent de la TVA dépose un espèce d'artefact au sol qui répand à une sorte d'énergie. Je sais pas trop ce que c'est. Un truc violet qui se répand partout. Et là, Loki est amené dans les bureaux de la TVA. Putain, on se croirait dans les années 60 sans déconner. Ah putain, c'est classe. Pardon pour... Loki qui essaye de s'échapper, qui se fait rattraper grâce à une sorte de télécommande qui est reliée au collier qu'on lui a mis autour du cou. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que l'agent de la TVA dépose le Tesseract sur le bureau d'un de ses collègues pour être enregistré comme pièce à conviction, mais visiblement, ils n'ont aucune conscience de ce qu'est le Tesseract et ça ne leur fait strictement ni chaud ni froid. C'est quoi cette espèce de robot dans l'ascenseur qui analyse Loki et qui le fout à poil carrément? D'accord, donc le sol de l'ascenseur s'ouvre et on arrive dans une séquence qu'on a vue dans les bandes annonces où en fait il est face à un gars à un bureau qui lui demande de signer l'intégralité de ce qu'il a pu dire dans sa vie depuis le jour de sa naissance. Ouais, je confirme. Il dit que c'est absurde, je trouve aussi que c'est absurde.
Ok, signature faite. Et pareil, le sol s'en trouvera nouveau, il chute à l'étage inférieur, et on lui demande de confirmer qu'il est bien un être organique et non un être robotique. Le gars qui joue le contrôleur, il a un ton, mais vraiment, on sent le mec de l'administration qui envoie tellement par jour qu'il en a strictement plus rien à foutre. Et c'est là qu'on découvre le principe d'aura temporelle, d'accord. Bon, du coup, étape suivante. Ouais, donc il va passer devant une sorte de juge des affaires temporelles. On va appeler ça comme ça. L'aura temporelle, c'est un peu comme une sorte de comment on peut dire ça, de vision thermique. Sauf que là, ça ne détecte pas la chaleur, mais ça détecte l'empreinte énergétique que un être laisse dans le fil continu de la réalité et du temps. C'est ce qui permet en fait à la Time Variance Authority de détecter en fait la présence de variants dans les différents flux temporels. Alors ce qui est super, c'est que du coup dans la file d'attente où Loki est, avant de passer devant le juge, il y a un petit film qui est diffusé sur un des écrans de la file d'attente qui explique sous forme de film d'animation comment fonctionne le flux du temps. Ça, c'est le passage vraiment important à saisir, à mon avis, si on veut saisir tout ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, et à partir de Loki, plus ou moins, dans le MCU, puisque le multivers va être au centre des prochains films, et notamment de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness qui arrive l'an prochain, mais surtout au sein de Spider-Man qui sort là en fin d'année. C'est reparti. Ouais, alors en fait, elle explique, la narratrice du petit film d'animation, que au début du temps, il y avait en fait de multiples lignes temporelles qui à chaque fois devenaient de plus en plus nombreuses et qui en sont arrivées à créer une sorte de guerre temporelle. Et ça a failli provoquer l'explosion carrément du multivers dans sa globalité. Et c'est pour ça que des gardiens, trois gardiens, sont apparus pour unir leur pouvoir et gérer le flux du temps. Ils ont complètement réorganisé le multivers en un unique flux temporel. Et aujourd'hui, en fait, les gardiens du temps protègent la fluidité du temps et son unicité. Et c'est pour ça qu'ils ont créé la Time Variance Authority, pour que à chaque début d'embranchement et de création de nouvelles branches, les variants soient identifiés, les nouvelles branches soient identifiées et soient tout de suite en fait supprimées. Et ça arrive continuellement à cause de gens qui s'écartent de la voie qui est toute tracée pour eux.
Et ouais, en fait, voilà ce qu'ils craignent, c'est que à cause, là, en l'occurrence de Loki, il y a un nouveau point d'intersection qui se crée et qui amène ensuite une dégénérescence du multiverse. Là, on est vraiment en mode années 60, hein, puisque le film d'animation, c'est typiquement dans le style de ce que faisait la Warner dans les années 50-60. C'est vachement classe. Oh ouais, c'est trop classe. Ah, c'est bon ça. Et Loki qui s'en fiche, mais royalement. Ce gars est ouf. Et un petit peu de la même façon que pour WandaVision, au bout de 12 minutes, on a enfin le générique de début, qui pareil est très classe, mais il est vachement bizarre, il est très cryptique. En fait, c'est chaque lettre du titre s'affiche successivement dans un style différent, dont Tom Hiddleston avait dit dans une interview que ça aurait son importance pour comprendre vraiment les tenants et les aboutissants de l'histoire de la série. Donc on verra bien. Mais le haut me fait penser au design de l'œil d'Agamotto du Docteur Strange. Alors, je ne sais pas si c'est lié ou pas lié ou quoi ou qu'est-ce. Et là, pareil, on retrouve le personnage d'Owen Wilson dans une église. Un passage qu'on a vu dans les bandes annonces, notamment avec le vitrail représentant le diable. Ce qui avait fait penser d'ailleurs à certains, au moment de la sortie de la diffusion de WandaVision, que ce vitrail représentant le diable pouvait représenter Méphisto. À mon avis, je pense que c'est une fausse piste. Et donc d'un côté, on a une sorte de milice armée qui est le côté tactique de la Time Variance Authority. Et chaque petite milice est dirigée par un agent, style un peu Men in Black, qui coordonne et qui supervise en fait enfin, chaque opération. Et Owen Wilson est méconnaissable. Il est vraiment dans le rôle, hein. En revanche, quand il est là sur son intervention et qu'il regarde et qu'il sauve la petite fille et qu'il regarde le vitrail du diable, il a l'air extrêmement tendu, voire presque effrayé, je dirais. C'est assez surprenant. Et le doublage euh, français est parfait. Il est topissime. Truc de ouf. Il vient d'être informé que Loki a été appréhendé. Bon, clairement, je suppose qu'effectivement, ils le visent lui particulièrement et ils ont peut-être, je pense, besoin de lui. Et pendant ce temps-là, Loki arrive enfin devant la juge aux affaires temporelles. Madame, un dieu ne plaide pas.
Et elle en a strictement rien à foutre. Êtes-vous coupable ou non coupable, monsieur? Évidemment, il rejette la faute de son échappée temporelle sur les Avengers, qui sont visiblement revenus dans le temps. Alors, donc lui, le Loki de 2012, a donc très clairement compris en un clin d'œil que certains Avengers n'étaient pas dans leur timeline en 2012 et que du coup il a supposé que c'était son intervention de 2012 qui en fait avait eu des répercussions positives dans le futur, etc. etc. Ça prouve la puissance quand même du gars puisque en 2012 il ne connaissait pas l'existence du multivers, mais il a quand même déduit que en plus des Avengers de son époque, il y avait visiblement des Avengers plus vieux, mais la même version, qui sont intervenus. Il est doué quand même, il est vachement doué. Et il s'acharne, il continue à vouloir utiliser ses pouvoirs pour s'échapper, mais évidemment son collier l'en empêche. Tous les agents autour se foutent de sa gueule. Ça c'est bon. Ah oui, donc très clairement, la juge vient de dire que dans l'enceinte de la Time Variance Authority, les pouvoirs magiques sont totalement inopérants. Du moins, ne servent à rien. Et c'est là qu'intervient Owen Wilson, enfin son personnage. Ah, visiblement, il connaît bien la juge. Alors, pardon, mais là où j'habite, il fait extrêmement chaud cet après-midi. En plus, en étant sous les combles. Donc, toutes mes excuses, mais il faut que j'éponge. Ah, la rencontre entre Loki et le personnage d'Owen Wilson, elle est topissime. Dès le début, ça fonctionne à fond les ballons. Il y a une bonne alchimie entre les deux acteurs. Et on a un plan qui nous en montre un peu plus sur l'immensité de la Time Variance Authority. Un truc de ouf. Ça me rappelle un petit peu l'arrivée au ministère de la magie à New York dans Les Animaux Fantastiques. Et Owen Wilson est très bienveillant avec Loki. Loki lui fait pas confiance, mais Wilson lui explique qu'il veut pas le tuer, qu'il veut pas l'emprisonner, qu'il veut juste discuter avec lui et faire connaissance. Et il explique aussi que dans l'enceinte du TVA, le temps s'écoule d'une façon complètement différente de son écoulement dans la réalité en fait.
Et Loki se fait remettre en boîte comme jamais auparavant. Oui, Loki en fait demande à Owen Wilson pourquoi personne n'a jamais entendu parler de la Time Variance Authority jusqu'à présent, et Wilson lui dit bah, parce que c'était pas nécessaire. Ouais, donc Wilson essaye vraiment de convaincre Loki qu'il veut coopérer avec lui. Dans quel but? Bonne question. Ah, et là on entre dans le détail, on creuse le personnage. Le personnage d'Owen Wilson commence à poser plein de questions pour comprendre réellement les vraies motivations de Loki, qui commence par lui sortir, qui veulent juste devenir le roi de la Terre. Et Wilson dit à Loki, je me demande pourquoi un homme avec un pouvoir pareil ne veut qu'un trône. Mais Loki reprend son argumentaire classique, la liberté n'est qu'un mythe, bla bla bla. Mais c'est vraiment très 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 bien fait. Et là, le personnage de Owen Wilson commence à projeter un film, je sais, apparemment un best-of des plus grands succès de Loki. Ah oui, on voit le plan où il est cerné par les Avengers, où est-ce qu'il dit est-ce que la proposition tient toujours, je prendrais bien un verre finalement, dans le premier Avengers. Et Wilson fait remarquer à Loki que pour un homme né pour dominer le monde, il passe son temps à échouer en fait. Et là, il lui parle de Phil Coulson.
Et il lui explique que les Avengers, du coup, se sont unis pour venger Coulson et que c'est ce qui a provoqué la perte de Loki. Il lui demande pourquoi est-ce qu'il prend du plaisir à tuer, éborgner, torturer. Loki répond complètement à côté, il fuit. On sent que ça commence vraiment à passer la vitesse supérieure dans l'échange. Loki se compare à un gamin espiègle et imprévisible. Et du coup, Wilson lui projette un nouveau film où on voit, alors ça pareil, c'est un des plans qu'on avait vu dans la bande-annonce, où on voit Loki euh, se faisant passer pour D.B. Cooper dans un avion. Et il fait croire à une hôtesse de l'air qu'il a une bombe. Sauf que c'est pas vrai, c'est juste pour plaisanter. Et du coup, tous les flics arrivent sur le tarmac pendant que Loki s'échappe tranquillement via le Bifrost. Et Wilson laisse entendre clairement à Loki que le TVA était au courant de ça, qu'il le surveillait déjà, mais qu'il le laissait faire parce que apparemment c'était inscrit dans sa véritable destinée. Et Owen Wilson confirme une nouvelle fois à Loki que tout ce qu'il veut, c'est apprendre à connaître ses véritables motivations, à apprendre à le connaître réellement tel qu'il est lui. Il pense que tout l'univers lui a une dette envers lui en fait. Ah là, super moment. Owen Wilson montre à Loki ce qui se serait passé s'il n'avait pas saisi le Tesseract. Et du coup, il est en train de lui montrer la mort de sa mère, son emprisonnement, tout ce qui s'est passé dans le flux temporel
canonique du MCU. Il est en train de le montrer aux variants qu'est le Loki de 2012. Et il lui explique qu'il sait comment devait se dérouler toute la vie de Loki. Il lui explique aussi que dans Thor The Dark World, quand Loki envoie les elfes noirs vers Thor, il pensait vraiment les envoyer vers Thor, mais il ne savait pas qu'en fait il les envoyait vers sa mère. Ce qui fait qu'en fait le vrai responsable de la mort de sa mère, c'est lui-même. Putain, j'avais pas vu ça comme ça. Là, par contre, là, Loki fond l'armure. Il pousse vraiment Loki à bout. Et il lui annonce que Loki n'est pas né pour être roi, mais pour semer la peur, la souffrance et la mort. Et que ce sera vrai de tout temps et de toute éternité. Prends-toi ça dans les dents, bim. Comment briser un homme en 15 minutes? Mais il lui tend la main, Owen Wilson tend la main à Loki pour vraiment lui offrir une chance de s'en sortir et de faire mieux. Ah, du coup, il y a un soldat qui arrive et qui interrompt ce superbe échange. Ah, c'est fort. Ah ouais, tu m'étonnes que ça devenait intéressant et animé. Et du coup, le personnage d'Owen Wilson est obligé de s'en aller. Et apparemment, le véritable ennemi de la série vient encore de décimer une unité de la TVA. Et quand il revient dans la pièce, Loki n'est plus là. Ça a pas l'air d'inquiéter Owen Wilson. Loki vient en fait de se libérer et de se téléporter dans une sorte de couloir. Genre, je sais pas comment il a fait. C'est le lieu de la malice, hein, en même temps. Et Owen Wilson se lance à sa recherche, évidemment. Il est convaincu que Loki est important et peut et va les aider. Eh ben, c'est beau d'avoir confiance comme ça. Et il essaie de retrouver le Tesseract. Et il essaie donc de récupérer le Tesseract auprès du gars de l'entrée, qui avait mis ça dans un vulgaire casier. Et il découvre ce qui semble être au moins une bonne douzaine de pierres d'infinité. Et apparemment, dans le bureau de la TVA, ils s'en servent comme presse-papier. Ils sont fous, ces gens.
Ça doit être, je pense, d'accord en fait. À mon avis, si ce sont vraiment des pierres d'infinité, c'est qu'en fait, elles aussi doivent exister en de multiples versions. Et visiblement, ça n'impressionne pas du tout la TVA. Donc il faut croire que les pierres d'infinité ne sont peut-être pas réellement l'artefact le plus puissant du multivers. De l'univers canonique principal, oui, mais visiblement pas du multivers. Et Loki en fait commence à comprendre que le temps lui-même est peut-être le plus grand pouvoir de l'univers. En même temps, je comprends pas pourquoi il revient dans le bureau où il a subi l'interrogatoire. Il est en train de revisionner la mort de sa mère. Et devant les images du corps de sa mère décédée, il est en train de fondre en larmes. Puis là, il passe carrément aux images à l'image de Odin en train de dire à ses fils qu'il les aime dans Thor Ragnarok et, euh, et où il disparaît. Et Loki est en larmes. Il se rend compte aussi que son frère l'aime vraiment et ça le touche. En fait, dans toute cette séquence, et sans que Tom Hiddleston ne prononce un mot, on sent toute l'humanité qui est refoulée au fond de lui, qui refait surface. Et là, on le voit, enfin, il se voit en train d'affronter Thanos dans le futur. Donc, euh, et il se rend compte à quel point Thanos est véritablement la, la menace. Et il a l'air de lui vouer une haine extraordinaire. Et il voit le moment où Thanos lui ôte la vie dans Avengers Infinity War. Eh ben ça les gars, c'est puissant. Et au final, il finit quand même en se marrant. Et les agents de la TVA l'ont retrouvé. Il commence à se battre avec un d'entre eux, mais bon, voilà, clairement. Ah si, quand même, il arrive à se libérer de son collier, il le passe à l'agent de la TVA. Il s'amuse à lui faire le même coup du piège temporel. Ça, c'est malin.
Et il s'amuse comme un gosse. Owen Wilson arrive et retrouve Loki. Et Loki lui dit qu'il a compris qu'il peut pas repartir dans son flux temporel. Et là, il fend l'armure et commence à lui donner ses vraies motivations. Et Owen Wilson dit à Loki qu'il va lui offrir beaucoup mieux qu'une rédemption. Qu'il y a un variant qui leur pose un gros problème. Et que ce variant qu'il pourchasse, c'est lui. Et là, on passe sur Terre en 1858 à Salina, en Oklahoma. D'accord, donc en fait, ouais, je pense que j'ai compris. En fait, le variant qui pose véritablement problème au TVA et qui est perçu comme par Owen Wilson comme le diable en personne, c'est un autre Loki, une autre version de Loki. Et là, on est, oh putain, on dirait des images d'un champ de guerre. C'est vraiment sombre, hein. Il y a 4 agents de la TVA armés jusqu'aux dents. Et au loin dans le brouillard, il y a une forme qui se dessine de quelqu'un qui porte une sorte d'aube et qui laisse tomber une lampe à pétrole au sol et tout prend feu. Et les agents de la TVA prennent feu aussi. Ah ouais, putain, c'est barbare. Donc je suppose que c'est l'autre variant Loki. Et ben putain, les enfoirés. Ça s'arrête là. Ok, générique. Générique 13 années 60 lui aussi, hein. Très clairement, il n'y a pas de doute. Alors, je parie sur un variant féminin de Loki. Je vais vous dire pourquoi de suite.
En fait, depuis quelques semaines, il y a une rumeur qui dit que, enfin, qui est basée sur quelque chose de réel, et cette réalité, c'est la présence au casting d'une actrice qui s'appelle Sofia Di Martino et dont aucun des sites professionnels habituels comme IMDb n'a su quel rôle, quelle place elle pourrait avoir dans la série. Du coup, il y a une rumeur qui voudrait qu'elle joue une version féminine de Loki. Eh bien, là où on en est actuellement, je parie là-dessus. Et très clairement, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent m'indique que effectivement le moindre événement de cette série va impacter de façon irrémédiable les films et le MCU dans sa globalité. Donc ce que je vous propose, c'est de nous arrêter là pour aujourd'hui et de nous retrouver la semaine prochaine pour un live reaction du deuxième épisode de Loki. Et je vous dis à très très bientôt. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, liker, commenter la vidéo. C'est vraiment très très important pour le référencement sur YouTube. Et je vous dis à tout ciao.